Hello everyone. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à notre session et qui va commencer, qui s'appelle Action climatique en pratique, comment les données, l'IA et le plaidoyer redéfinissent les politiques. Moi, je suis Alexis Lifan et je suis responsable des partenariats au Programme des Nations Unies pour le développement pour s'assurer que tous les acteurs puissent atteindre leurs objectifs de réduction climatique. Je suis très ravie de m'occuper de cette session parce que c'est une session très pratique. En effet, lors de ce forum, on a beaucoup de débats sur les politiques, mais ici, on va parler d'actions et de projets très concrets. On va parler notamment de différentes solutions qui sont très pratiques et je suis ravie d'avoir tous des experts présents avec nous qui vont nous faire part de leurs projets très pratiques. Ici, on va se concentrer sur les données, les technologies qui peuvent être justement un moyen de lutter contre le changement climatique. Steve va nous parler de la cartographie des fonds marins, Svetlana va nous parler de DeepTrace et Crystal va nous parler de son projet et ces trois projets qui vont nous permettre justement de mener plusieurs thèmes pour lutter contre le changement climatique. Donc on va voir plusieurs thèmes. D'abord, le premier qui permet d'utiliser les données pour avoir un impact concret sur des politiques. Ensuite, on va parler des innovations technologiques qui sont utilisées également pour la gestion des ressources. Et ensuite, surtout avec Crystal, on va se demander comment assurer le lien entre la technologie et le plaidoyer pour justement avoir des politiques concrètes et efficaces. Maintenant, je vais vous présenter nos trois orateurs. So maybe I'll start with Steve. Est-ce que je peux commencer avec Stephen Hall, qui est responsable des partenariats pour la Nippon Foundation, GEPCO, CIBED 2030. Il est un consultant expérimenté et il est à la tête donc, de cette initiative qui vise à la création de la première carte haute résolution des fonds marins. Il est consultant expérimenté en sciences, technologies et politique océanique. Il est l'ancien vice-président de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO et ancien PDG de la Société pour la technologie sous-marine. Ensuite, Svetlana Kranga, qui est PDG de Natixar, qui gère le projet DeepTrace, qui est un projet qui intègre la blockchain, l'IA et la surveillance par satellite pour fournir des informations en temps réel sur le carbone, la traçabilité des minéraux et la résilience des chaînes d'approvisionnement. Elle a 15 ans d'expérience internationale dans l'innovation industrielle et la durabilité. Elle était conseillère française en commerce extérieur et présidente de la commission des métaux et minéraux de spécialité de l'AFNOR. Ensuite, Crystal. Crystal, et je dois le dire, attention, je suis mentor de ce projet, donc je suis très heureux d'avoir ce projet ici. Crystal Noisieux est directrice adjointe principale du projet Climate Pathway du MIT Climate Policy Center, de la Sloan School of Management. Elle est éducatrice, enseignante en sciences et son projet utilise la simulation pour l'adoption de politiques de climat factuelles. Elle a travaillé dans le domaine des affaires environnementales pour le gouvernement de l'État aux États-Unis au bureau pour la durabilité et l'université Harvard. Je vais commencer avec Svetlana. Svetlana, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le projet DeepTrace qui est présenté cette année au forum? Est-ce que ça fonctionne? Thank you, Alex. Oui, ça fonctionne. Merci. Merci, Alexis. DeepTrace est un projet fascinant. Et il est en fait le résultat d'une frustration. Nous, les êtres humains, nous sommes très capables, très intelligents et nous utilisons beaucoup de nouvelles technologies. On a des satellites, par exemple, pour observer les planètes. Nous avons des capteurs qui nous permettent d'assurer le suivi
suivi de nos équipements et être très performants en termes d'opération. Nous avons des personnes qui rédigent des rapports ESG. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis sur pied une plateforme qui permet de réunir tout cela et qui nous donne un aperçu global sur ce qu'il se passe dans le secteur minier? Parce qu'on travaille, on œuvre à une exploitation minière durable. Eh bien, Deep Trace, qui assure la traçabilité des minéraux, est un projet qui nous permettra justement d'avancer et de progresser sur ce domaine et de manière très efficace et rapide. Nous avons donc mis sur pied cette plateforme qui utilise différentes technologies, notamment le suivi par satellite, comme Alexis l'a déjà dit. Par ailleurs, la comptabilité du carbone en temps réel, mais aussi les technologies de la blockchain pour justement avoir des données factuelles. Et cela permet de donner au gouvernement cet aperçu global sur les façons d'améliorer l'exploitation minière, offrir aux entreprises la possibilité d'être également plus responsable et d'avoir une meilleure réputation à ce sujet. Parce qu'on le sait, l'exploitation minière est très critiquée parce qu'elle a un impact négatif sur l'environnement. Mais donc, si on a cette plateforme, elle va nous aider, elle va aider les gouvernements, mais aussi les entreprises qui pourront prouver qu'elles agissent selon les règles. Il s'agit donc d'assurer la traçabilité dans le secteur minier. Merci beaucoup, Svetlana. Steve, CIBET 2030 vise à avoir la première carte de haute résolution des fonds marins. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer comme vous l'avez fait il y a quelques minutes? Oui, alors CIBET 2030 est très simple et très précis. Tout ce qu'on veut, c'est avoir la première carte internationale des fonds marins. Comme vous le savez, nous avons maintenant des cartes de la Lune et les cartes de la Lune sont plus précises que celles qu'on a des fonds marins. Et c'est depuis 1903 que nous essayons de mettre sur pied cette carte. Mais en 2016, nous n'avions que 6%. Et puis, nous, on a reçu des financements de la Nippon Foundation au Japon en 2016 et depuis, nous sommes passés de 6% à 27,3%. On avance lentement, mais sûrement. Mais en fait, 1% des fonds marins, c'est 4 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est plus grand que toute l'Union européenne. Et en fait, tous les ans, on réussit à avancer. Donc, encore une fois, ça avance lentement, mais sûrement. Et on dépend des données, des donations de données. Donc on est financé, oui, mais pour notre technologie, mais on dépend de la bonne volonté de tous nos partenaires privés et publics pour le don de données qui nous permettra justement d'arriver à notre objectif, cette première carte des fonds marins. Crystal, hier, vous avez participé à un atelier à Sciences Po, enfin, j'y étais aussi, et vous avez parlé de votre projet. Est-ce que vous pouvez le présenter aujourd'hui? Vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, le projet MIT Climate Pathway, c'est un projet entre le Centre de politique du climat de l'AMT et l'initiative du Sloan School of Management et de Climate Interactive, qui est une ONG qui a été cofinancée par MIT. Et notre objectif, c'est de travailler sur les simulations interactives pour faire progresser l'adoption de politiques factuelles entre les acteurs privés et publics. Alors, pourquoi utiliser les simulations? Alors, j'aime utiliser cette analogie.
les pilotes qui apprennent à voler. Donc, on s'attend à ce que pilotes passent plusieurs heures dans un simulateur d'aviation pour perfectionner leurs compétences avant de piloter un vrai avion. Et toutefois, on considère que les politiques, ce n'est pas si différent que ça. C'est normal, puisque quand on prend des immenses décisions avec un impact significatif, il est important d'avoir un environnement sain dans lequel les décideurs politiques peuvent tester leurs idées dans un environnement simulé avant de signer des décisions, des règlements, des législations, etc. Alors, je vais emprunter les mots du professeur John Sterman, qui travaille sur ce projet. Eh bien, il nous dit que la recherche nous montre que montrer les résultats de la recherche, ça ne suffit pas. En effet, s'il n'y a qu'une façon de communiquer, et si on montre tous nos résultats, nos diapos, et ça ne suffit pas pour convaincre les décideurs politiques. Toutefois, si l'on leur permet de tester leurs propres idées et d'en apprendre d'eux-mêmes, eh bien, cela permet de mieux convaincre. Donc, on utilise deux simulateurs, C-ROAD et N-ROAD. Ce sont les noms des deux simulateurs. Donc, C-ROAD, c'est le premier simulateur qu'on utilise, qui nous permet de trouver les liens entre les promesses de réduction et les engagements de déforestation, et ceci dans différents pays ou blocs de pays. Et puis, il y a En-ROAD, vous l'avez vu hier. Donc, En-ROAD, c'est un modèle global, international, qui nous permet de tester des dizaines de politiques, que ce soit la tarification du carbone, des mesures liées à au transport, etc. Et on voit comment une modification dans le système va impacter le reste du monde, quels seront les impacts sur différents domaines. Donc, on a des dizaines et des dizaines de facteurs dans le modèle. On l'utilise grâce aux données les plus récentes et les plus performantes. Donc, on a plus de 465 000 personnes dans 21 pays qui peuvent être testées, y compris des vingtaines de dirigeants et représentants des entreprises et de la société civile. Très impressionnant. J'en viens maintenant à Svetlana. Svetlana, vous avez dit que DeepTrace se concentre sur la traçabilité des minéraux. Comment est-ce que des systèmes comment ces systèmes transparents justement peuvent rassurer les personnes et peuvent augmenter la transparence et la responsabilité? Parce que vous le savez, il y a énormément de nouvelles réglementations. Donc, quel est l'impact de ce projet? Let's start from the beginning, I would say. Alors, commençons par le début. Aujourd'hui, nous parlons des données. Nous parlons sans cesse des données. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, une donnée? Pourquoi tout le monde veut des données? Pourquoi est-ce si important pour nous, pour les gouvernements, pour les entreprises, pour les gens? Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Les données, c'est de l'information. Et avoir l'information, c'est avoir le pouvoir. Si vous êtes une entreprise industrielle, vous avez des données sur vos fournisseurs, vos produits, votre investissement, votre stratégie. Si vous êtes un gouvernement d'un pays, les données, ce sont les informations sur ce qui se passe dans votre pays. Et ce n'est pas que de l'information, ce sont aussi des preuves. Ce sont des données factuelles qui vous permettent de prendre des décisions sur base de cette information. Et au sein de DeepTrace, on se rend compte que plus vous avez d'informations, plus vous êtes susceptible de prendre la bonne décision. Et ce qui est essentiel pour nous, même dans un contexte très complexe, dans une situation géopolitique complexe telle que l'on connaît aujourd'hui, avoir ces informations, ces données, cela vous permet de prendre les bonnes décisions, d'être plus efficace que la compétition, d'avoir des partenariats
et d'avoir une vision stratégique. Comment est-ce que cela fonctionne concrètement? Eh bien, nous collectons ces données de matière automatique. Par exemple, pour les satellites, on passe par l'imagerie et les algorithmes vont analyser les données de l'imagerie et vont vous indiquer, par exemple, qu'il y a des activités d'exploitation minière illégale à un endroit spécifique. On collecte et on analyse ces données grâce à un calculateur, notamment en termes de CO2, par exemple. Et pourquoi est-ce que c'est crucial? Comme Alexis l'a dit, c'est essentiel parce qu'en Europe, il y a des législations, notamment sur le passeport numérique pour les produits qui sera bientôt mis en place, ou le passeport sur les batteries. On va devoir connaître exactement l'origine des minéraux utilisés pour les batteries. Et on a aussi le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et pour tous les matières que vous importez, peu importe le type de matière. Ces données seront vraiment à l'origine du commerce à l'avenir et aura un impact sur les politiques des autres pays. Par exemple, aujourd'hui, si certains pays commercent en Europe, qui vendent de l'acier, par exemple, ou une autre matière, mais s'il y a des barrières, ces entreprises vont sans doute chercher un autre marché. Donc, si on parle de politique, il faut tout prendre en compte. Et on utilise la technologie de la blockchain parce qu'il est essentiel de ne pas seulement faire des promesses, mais aussi de donner des preuves. Et pour nous, cela nous apporte justement ces preuves. On collecte les données, on les analyse et on les utilise comme preuves. Pour les gouvernements, cela leur donne le pouvoir. Mais on espère que ce ne sera pas uniquement un pouvoir politique, mais aussi un pouvoir éthique. Pour conclure, je dirais que les données sont essentielles, l'analyse des données est essentielle, mais ce qui est aussi très important, ce sont les politiques et les décisions. C'est des politiques et ces décisions qui viennent de ces données. Et surtout dans les pays où l'activité minière est essentielle pour l'économie. C'est une source pour les entreprises, mais c'est parfois aussi une source de conflit. Prendre la bonne décision au bon moment, c'est crucial. Avec la blockchain, la collecte de données et l'analyse des données, nous espérons avoir un avenir meilleur. Merci, Svetlana. Vous avez montré à quel point les données sont importantes pour les politiques, mais pourquoi est-il utile d'avoir une carte des fonds marins, notamment pour atteindre les ODD? Vous avez vu des études de cas pour la protection de la biodiversité ou la résistance côtière. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement quel est l'objectif du projet CIBET 2030? En fait, c'est assez proche de ce que nous expliquait Svetlana. On ne peut pas gérer ce qu'on n'a pas mesuré. Et la grande majorité des êtres humains vivent à 60 km ou moins de la côte. Nous sommes des espèces côtières. 71% de la planète est couverte par l'océan. Nous savons que l'océan se réchauffe et absorbe le dioxyde de carbone depuis l'ère industrielle. Un océan plus chaud, c'est un océan plus énergétique. Il y aura donc plus de tempêtes, et celle qui est notamment comme celle qui touche la Jamaïque cette semaine. Il y aura plus d'ondes de tempêtes, des risques d'inondations, etc. Et avoir une meilleure carte des fonds marins nous aide à réagir à ces scénarios. Par exemple, on voit la voie d'un tsunami, par exemple, la trajectoire d'un tsunami, et on voit ça, on peut le voir parce que c'est influencé par la forme des fonds marins. C'est le cas aussi pour les ondes de tempête.
sera utilisé aussi pour les données d'exploitation de pétrole notamment ou de gaz. On doit, pour ces activités, on doit savoir ce qu'il y a sur les fonds marins. Et on a des modèles et des technologies numériques qui nous aident à modéliser justement les fonds marins. Et ceci va avoir un impact sur la façon dont les modèles fonctionnent. Est-ce que l'on peut aller au bon endroit, au bon moment, à la bonne vitesse? Et au final, tout est influencé par la forme des fonds marins, les vallées notamment et les monts. Quand on a commencé il y a un siècle à avoir des télégraphes au fond de l'océan, on ne savait même pas qu'il y avait des montagnes sur les fonds marins. Et on avait voulu tirer un câble sans savoir s'il y aurait une montagne entre les deux sur les fonds marins. Donc il fallait qu'ils y aillent eux-mêmes pour essayer de retrouver le fond du câble dans une vallée. On ne veut pas avoir ces mêmes problèmes, donc on aimerait avoir une carte fiable des fonds marins. On est surpris tous les ans de ce qu'on trouve sur les fonds marins. On retrouve de nouveaux systèmes de récifs. On a beaucoup d'informations, de nouvelles informations. Et justement, on a besoin d'en savoir plus parce qu'il y a ici un fossé de connaissances. Alors, je n'aime pas l'expression petit État insulaire en développement. Parce que peut-être que ce sont des petits endroits avec des petites populations, mais ils ont un territoire marin qui est gigantesque. Et il faut savoir ce qui se passe sur ces territoires. Alors, pour vous parler justement des États insulaires, parce que ces États insulaires ont besoin d'informations également, ils ont besoin nécessairement d'informations sur l'élévation du niveau de la mer. Et comment est-ce qu'on peut justement contribuer à la planification de l'économie bleue avec ces données et avec cette assistance? Oui, c'est essentiel parce que de nombreuses nations essayent de mettre en place des systèmes de planification marine. Même les économies les plus avancées ne le font que depuis quelques années. Donc il y a encore beaucoup à apprendre à ce sujet. Et certaines des nations émergentes sont pionnières en termes de planification des espaces marins. Et en fait, on apprend beaucoup de ces États. Peut-être se dit pourquoi, qu'est-ce que ces petits États insulaires auraient à nous apprendre sur les fonds marins. Mais non, en fait, on voit que ces États ont déjà des informations très précises sur ce qui se passe et ces informations sur les fonds marins et leur territoire. Et avec ces informations, eh bien, ces États s'assurent de ne pas fragiliser justement les écosystèmes marins et d'assurer les activités aux bons endroits. Donc, en fait, il n'y a pas une solution qui pourrait servir à tout le monde. Non, il faut justement avoir plus d'informations. Et des organisations comme le Forum pourraient justement nous permettre de donner les technologies et les formations nécessaires pour avoir justement ces ressources. Maintenant, je me tourne vers Christelle. Christelle, hier, j'ai justement fait l'expérience d'un simulateur et je ne me souviens plus combien exactement il y avait d'indicateurs ou de leviers politiques. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon dont des modèles climatiques complexes peuvent être simplifiés pour être justement mieux compris par les décideurs politiques et le grand public? Alors notre projet vise à être utilisé pour les décideurs politiques de haut niveau. Je dois dire que ce n'est qu'une petite partie de l'impact que pourrait avoir cet outil sur le monde. Et l'un des atouts de cet outil, c'est qu'il peut être utilisé pour former les membres du Congrès, mais aussi les citoyens ou encore les employés d'entreprises Fortune 500 ou les PDG des grandes entreprises. On sait qu'il y a aussi des enseignants qui l'utilisent à l'école primaire et secondaire. Et puis, on l'utilise aussi dans les couloirs du Congrès. Donc, il y a beaucoup d'applications possibles. Donc, on s'assure de faire en sorte que cet outil soit accessible, que n'importe qui puisse utiliser cet outil sur un ordinateur portable ou une tablette, simplement en utilisant votre navigateur et en ayant accès à cet outil.
Donc l'adresse est en anglais, elle est disponible et vous pourrez venir nous voir dans la galerie pour avoir plus d'informations sur la façon dont vous pouvez avoir accès à cet outil. Et puis aussi, les personnes peuvent nous faire un retour directement. Vous n'avez pas à attendre que l'équipe de modélisation vous réponde. Donc vous pouvez avoir une réponse en quelques millisecondes grâce à des milliers d'équations. C'est très 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 rapide. Et donc c'est pour ça aussi que c'est très utile. L'interface, vous l'avez vu, n'est-ce pas? L'interface est très simple. Elle a été conçue pour être accessible, alors que le système, le modèle pourrait être un peu intimidant de base. Parce qu'en effet, si on vous dit que c'est un modèle de simulation, eh bien, vous pourriez ne pas oser avoir accès, mais en fait, l'outil est très facile, très convivial. Il y a deux niveaux d'utilisation. D'abord, vous pouvez avoir ce premier simulateur et ne pas quitter la page d'accueil du simulateur. C'est ce qu'on fait pour les écoles primaires et secondaires, ou vous pouvez aller bien plus dans les détails et vous pouvez être beaucoup plus spécifique, avoir beaucoup de résultats différents et vous avez des centaines et des centaines de graphiques différents. Donc ça peut être aussi simple ou ça peut être aussi simple ou complexe selon vos besoins. On ne garde aucun secret, donc on essaye de rendre ça le plus accessible possible. Bon, on se dit que c'est toujours mieux d'avoir un facilitateur, un formateur avec vous quand vous l'utilisez pour la première fois. Mais en fait, si vous passez 10 ou 15 minutes dessus, vous allez rapidement comprendre comment cela fonctionne, quelles sont les modalités les plus communes. Par ailleurs, ça a été traduit en 21 langues grâce à des bénévoles. Donc ce système très complexe peut être utilisé en différentes langues. Nous avons aussi des ressources pédagogiques, un manuel d'utilisation pour les professeurs, les enseignants. On a un curriculum qui peut être utilisé avec vos étudiants. Mais vraiment, ce qui nous permet d'avoir autant d'accessibilité, de pouvoir toucher les étudiants, mais aussi les dirigeants, eh bien, c'est parce que nous avons un programme d'ambassadeurs. Nous avons presque 1000 ambassadeurs formés dans le monde. C'est un programme qui est tout à fait disponible en ligne et gratuitement. Vous pouvez le faire de manière asynchrone, donc quand vous avez le temps. Si vous préférez apprendre avec d'autres personnes, vous pouvez le faire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons réussi à ce qu'il soit utilisé dans 181 pays. Parce qu'on on a vraiment fait des efforts pour qu'il soit accessible. Donc merci d'avoir expliqué justement comment tourner la complexité en accessibilité. Svetlana, quelles sont les barrières principales à l'introduction de ces données dans la décision politique? Parce qu'en effet, une fois qu'on a les données, comment s'assurer que ces données soient utilisées pour influencer les processus décisionnels? Oui, je suis d'accord avec vous. Le problème des données, c'est qu'elles sont fragmentées. Nous avons énormément de données disponibles partout, mais comme s'assurer que ces données alimentent un système, parce que le système a besoin de données qui ont le même cadre, en quelque sorte. Si je prends l'exemple de Philippe, si vous êtes au milieu de l'océan, et vous avez seulement une bougie pour vous déplacer, mais vous ne savez pas où aller parce que vous aurez trop d'informations. Donc les données fragmentées, c'est vraiment un obstacle. L'autre obstacle, c'est la participation des parties prenantes. En effet, pour assurer la traçabilité des minéraux, il y a différents acteurs. Ça peut être l'entreprise de logistique ou d'exploitation minière, la raffinerie, le gouvernement et même les utilisateurs.
Comment s'assurer que tous ces acteurs travaillent de concert et comment les convaincre de participer, de nous fournir les données et comment les convaincre des avantages liés au partage de données. Parce que d'un côté, on a les données et de l'autre, on a des entreprises, mais pas seulement, qui ne veulent pas faire part de leurs données à cause du secret commercial. Ces données ne veulent pas ces entreprises, ne veulent pas s'exposer. Et ça, c'est une question délicate. Et puis, il y a la blockchain. On a besoin d'interopérabilité. Malheureusement, à l'heure actuelle, il y a différents systèmes, mais nous n'avons pas d'homogénéité. Nous n'avons pas un système unique qui puisse être utilisé par tous de manière facile. Et ça, pour moi, c'est le plus grand obstacle. Évidemment, nous ne sommes pas dans un monde idéal, mais pour moi, ce qui était important ici, c'est de comprendre l'avantage de posséder ces données, d'avoir des politiques qui voient ces avantages Évidemment, il faudrait, dans un mondial, les entreprises seraient d'accord de partager leurs données sans y être forcées. Et tout ça est une question de confiance. Si on a un climat de confiance, cela peut fonctionner. C'est un peu comme le dollar. Le dollar, ce n'est pas l'or, mais nous avons quand même un certain niveau de confiance. Eh bien, ce sera le cas aussi pour les données. Si il y a un climat de confiance, on peut se débarrasser de ces obstacles. C'est difficile, mais c'est faisable si tous ensemble nous réussissons à trouver cette confiance dans le système. Vous avez parlé de la confiance, c'est un mot-clé. Steven, je me tourne vers vous. J'imagine que vous êtes confronté aux mêmes données, notamment concernant le recueil des données. D'ailleurs, c'est un projet qui compte sur le soutien d'autres partenaires. Maintenant, qu'est-ce qui peut motiver les gouvernements ou les entreprises privées? Comment les motiver à partager leurs informations sur les fonds marins? Comment est-ce que l'on peut susciter vraiment l'intérêt dans le cadre de ces biens communs et de cet intérêt commun? Bonne question. Bien, dans un premier temps, sachez que nous avons beaucoup de chance. On est au cœur de la décennie des Nations Unies pour le développement durable, donc on a vraiment une pression descendante de la part des gouvernements. Là, on a des gouvernements qui encouragent les industries pour que celles-ci s'éloignent de ce manque d'intérêt vis-à-vis des fonds marins et vis-à-vis des zones marines. Il faut mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain et c'est important pour les entreprises, pour les directions, pour les actionnaires. Dès lors, il nous faut persuader les donateurs, faire en sorte qu'ils comprennent en quoi c'est précieux de partager les données. Ces données sont précieuses. C'est vrai que les entreprises ne vont pas, je ne sais pas, par exemple, organiser des questionnaires et donner les résultats gratuitement. On comprend. Cependant, nous avons développé un bon programme au fil du temps. En effet, si les études sont menées au niveau d'une zone exclusive d'un pays, au sein des 200 000 marins, là c'est assez clair. Les développeurs, les chercheurs doivent partager ces données. Il s'agit de partager ces données au niveau des agences géographiques nationales. Et ensuite, vous avez une sorte de vivier de données, des ressources de données. Et on peut avoir des sortes de licences ici. Par exemple, on veut développer, je ne sais pas, un parc éolien offshore ou onshore. Eh bien, il faut utiliser les données publiques disponibles. Et ici, c'est pareil, au sein des eaux nationales, c'est clair. Maintenant, au-delà de cette zone économique exclusive, on se retrouve dans un environnement où nous n'avons pas d'acteurs gouvernementaux. Vous avez des entreprises privées
avec lesquels il faut travailler. Et là, il faut leur expliquer qu'il s'agissait de l'intérêt de l'humanité. Il en va de l'intérêt de l'humanité. S'il vous plaît, partagez avec nous vos données, etc. Ce que l'on fait en revanche, c'est qu'on explique bien sûr que la donnée leur appartient, la donnée appartient aux clients. Les données appartiennent à ceux qui paient pour les études. Donc, on peut nous donner des sortes de données dites de transition. Mais les données, encore une fois, très granulaires, appartiennent aux clients. C'est la raison pour laquelle on se présente aux clients en disant « Bonjour, nous organisons tel projet, CIBED 2030 ». Là, on n'a pas besoin d'une étude très, très précise. En revanche, on a besoin, je ne sais pas moi, d'une petite partie de votre étude sur ce donné. Et c'est vrai que lorsque l'on parle d'une cartographie mondiale des fonds marins, c'est ici se concentrer sur un espace équivalent à, je ne sais pas moi, à notre échelle, un terrain de football. Et c'est ce que l'on veut faire, nous, aujourd'hui. On est clair avec nos clients. Voilà, on ne veut pas savoir où sont les différents câbles Internet, parce que ça peut être dangereux de savoir ça. Hein, on le sait, on le voit aux informations. Nous, ce que l'on veut, ce sont des sous-catégories de données. Et une fois qu'on explique ça aux clients, eh bien, on a de très bonnes réponses. Hein. Les clients nous disent, bien sûr, il en va de notre responsabilité. On veut accompagner l'humanité et bien sûr, on va partager nos données avec vous. Ça peut être également pertinent en matière d'image et de réputation pour les entreprises. Ça vient dans des rapports RSE, etc. Et on a des taux d'acceptation assez élevés, notamment lorsqu'on se tourne vers ses clients privés. Vous avez parlé également du travail mené par l'ONU. Et en juin, nous avons eu la conférence sur les océans qui s'est tenue à Nice, avec une adoption d'un traité sur la haute mer. Y a-t-il une sorte d'élan politique? Oui, bien sûr, et ça nous aide énormément. D'ailleurs, à l'UNESCO, non loin d'ici, vous avez les bureaux de la décennie des Nations Unies dédiés à la question des océans. Et ils ont des groupes de travail. Et ces derniers, ce qu'ils font à l'UNESCO, c'est justement s'intéresser aux entreprises multinationales, BP, Chevron, etc. Ils les approchent et leur disent « C'est important que vous nous partagiez vos données. » Et parce que, justement, la conférence à Nice a été fructueuse. C'est grâce à ça que nous avons des résultats concluants. Pour autant, il y a tout de même des écarts, notamment au niveau de l'hémisphère sud, au large. C'est là qu'on retrouve des écarts de recueil de données. On parle de données. Je me tourne à nouveau vers vous, Crystal. On a tendance à dire que tous les modèles se trompent, mais que certains d'entre eux sont utiles. Comment pouvez-vous vous assurer que vos modèles, dans le cadre de votre projet MIT, utilisent des données pertinentes et s'assurer que dès lors que vos projets soient pertinents dans le cadre de ce contexte et pour les décideurs politiques? Il est important, bien sûr, d'avoir des modèles concluants pour nos cibles, pour s'assurer que les cibles utilisent ces modèles. Donc, bien sûr, on utilise la science disponible, on utilise également les données issues des recherches du GIEC, des agences internationales de l'énergie, etc., tous ces grands acteurs. Donc, on utilise la science la plus sûre et qui existe, et on met bien sûr à jour de manière mensuelle le modèle pour que l'on puisse faire le suivi. Et puis d'ailleurs, vous pouvez suivre vous-même les données, comment elles sont mises à jour. On peut mettre à jour également le système en tant que tel, le logiciel, il y a des mises à jour de fonctionnalités également. Et progressivement, ce que l'on voit, c'est des décideurs politiques qui nous posent des questions, notamment sur certaines nuances, certains détails, notamment sur des politiques qui ont été déployées. Certains nous demandent justement de mettre à jour le modèle. On nous demande également de peut-être simplifier certaines fonctionnalités. Par le passé, un décideur politique pouvait rentrer dans le système pour essayer d'anticiper ce qui allait se passer s'ils utilisaient ce qu'on appelle la bioénergie, par exemple. Et
progressivement, les décideurs politiques nous ont dit qu'on a différents types de bioénergie et on voudrait pouvoir tester, je ne sais pas moi, des ressources qui nous viennent des produits du bois, etc. Donc on a plusieurs fonctionnalités, plusieurs informations et données entrantes qui sont mises à jour, comme je vous l'ai dit, progressivement. Il est important également de documenter ce modèle, donc la structure du modèle, les équations, les paramètres, les hypothèses. Elles sont toutes disponibles pour que vous puissiez justement suivre les études scientifiques que nous avons utilisées dans le cadre de ce projet. Tout est cité. Et ce qui est vraiment important selon moi, et c'est d'ailleurs assez unique parmi les différents modèles, ce qui est important, c'est de pouvoir justement compter sur votre soutien pour nous mettre au défi. Par exemple, admettons que l'on travaille avec un scientifique ou un décideur politique. Admettons que l'on doit faire une hypothèse sur la manière dont le monde, ou combien le monde va... Quelle sera plutôt l'augmentation de la température avec une augmentation, je ne sais pas, progressive également des émissions de CO2. Donc, on a une première hypothèse et si les décideurs politiques ne sont pas d'accord avec nous, si certains sont plus optimistes ou d'autres sont plus pessimistes, eh bien, ils peuvent changer ici l'hypothèse sur la base de la littérature disponible. Autre exemple, les dégâts économiques suite à une catastrophe naturelle. On doit évaluer les répercussions économiques suite au tsunami, suite à des feux de forêt, etc. Là, ce que l'on peut montrer, par exemple, c'est la littérature scientifique qui existe sur la base du travail de cet économiste, mais vous pouvez également vous tourner vers le travail d'un autre économiste. Et puis, si vous êtes vous-même un économiste, vous pouvez utiliser votre propre recherche. Autre exemple, on avait le cas d'un projet qui visait à planter 1000 milliards d'arbres et on devait les accompagner notamment pour justement planter ces arbres sur une surface limitée et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace. Pour autant, on a utilisé la littérature disponible pour pouvoir justement changer les paramètres du projet et faire en sorte que le projet soit concluant. Encore une fois, ce qui est important ici, c'est qu'on puisse nous mettre au défi. Tout n'est pas gravé à jamais. Soyons ouverts. OK, commençons cette trajectoire depuis un point qui vous semble être plus confortable. Une sorte de facilitation ici. Les différentes parties prenantes sont plus ouvertes. Autre point très important pour conclure, il est important de tester les modèles, utiliser les données existantes, mais également les projections futures. C'est vrai que là, on a des données qui remontent jusqu'à 1990, les années 1990, donc on sait plus ou moins ce qui va se passer et on sait ce qui s'est passé. Donc, sur la base de ces informations, on peut essayer d'avoir des hypothèses plus ou moins précises. Si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on améliore le modèle? Et on peut faire ça avec d'autres projets. Voilà, on donne des données entrantes sur un sujet donné, et puis on essaie d'anticiper ce qui va se passer d'ici 100 ans. On essaie de trouver les points communs et les points négatifs. En somme, c'est de la statistique et ça permet aux différents utilisateurs justement d'utiliser les données disponibles et ça rejoint ce que l'on disait en termes de confiance, la confiance des utilisateurs dans les différents modèles. Je crois que nous avons encore un peu de temps avant de nous tourner directement vers la salle pour des questions. Je vois que certains d'entre vous ont presque déjà la main levée, mais avant ça, encore une fois, j'aimerais que l'on prenne du recul, notamment lorsqu'on parle de géopolitique et de responsabilité des données à l'ère de l'IA, etc. Les données et les jeux de données sont basés majoritairement en Chine, aux États-Unis, etc. MIT, par exemple, est aux États-Unis et vous êtes financé, vous, par la Nippon Foundation. Comment pouvez-vous vous assurer que les outils des modèles et co-développés soutiennent les besoins des pays
du Sud qui n'ont pas nécessairement accès à toutes ces données, ces capacités informatiques. Svetlana, not to put you on the spot. Yeah, indeed. C'est à vous. We come back to the trust. And oui, ça rejoint le concept de confiance. Comment est-ce que l'on gagne cette confiance? Dans le monde cyber, c'est vraiment crucial. Par exemple, de notre côté, nous avons testé notre outil avec des entreprises dites cyber. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez plusieurs scénarios qui sont testés, et notamment s'il y a des écueils, on peut les identifier. Et c'est la manière dont nous testons nos outils et les données disponibles. Bien sûr, la perfection n'est pas de ce monde. La part de risque est toujours présente, il faut la garder à l'esprit. Et aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la gestion des données, des systèmes de gestion des données. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit des stratégies déployées. Par exemple, ne pas mettre toutes les données dans une seule base de données, scinder les différentes bases de données. Comme indiqué, on ne peut pas être 100% sûr qu'il n'y ait pas de problème. La vie est faite d'aléas, mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour anticiper et gérer les risques. Voilà, c'est vraiment une priorité pour nous. Quelqu'un d'autre? Steven, Crystal? Notre cartographie, vous savez, elle est distribuée, elle est stockée à plusieurs endroits dans le monde. C'est une carte, en revanche, gratuite, disponible à tout à chacun. Nous offrons également des formations pour que les individus sachent comment utiliser les données disponibles, comment ils peuvent analyser ces données. Et nous avons un programme de recherche internationale dans le cadre d'un autre projet qui est également financé par la Nippon Foundation. Ce que l'on fait, nous, dans tous les cas, c'est de nous assurer que toutes les personnes qui nous donnent des données sachent qu'il s'agit bien d'un accès libre, gratuit. Et voilà, une fois que les données sont disponibles, elles sont disponibles pour tout un chacun. Pour rebondir, bien sûr, nous invitons les utilisateurs à mettre au défi nos données, mais également à mettre au défi les données que nous n'avons pas. Donc, il y a peut-être des données que nous ne connaissons pas. On invite donc les utilisateurs à nous signaler ces manquements, ces écarts. De notre côté, par exemple, on nous invite peut-être, de notre côté, à procéder à d'autres recherches pour justement combler ces écarts. Il y a quelques mois, par exemple, nous n'avions pas eu suffisamment d'informations dans le cadre du projet En-ROADS, notamment concernant les décès liés aux vagues de chaleur de par le monde. On n'avait pas du tout d'informations concernant le continent africain. On n'avait pas de données, mais progressivement, en travaillant avec d'autres décideurs politiques, on a pu justement trouver les données et combler les écarts. Et encore une fois, l'objectif pour nous, c'est d'avoir un modèle qui marche pour tout le monde, partout dans le monde. Alors, j'ai d'autres questions à vous poser, mais je vois que certaines personnes ont déjà, la main levée. Donc, allez-y. Vous avez la parole. Un instant, s'il vous plaît, pour le microphone. Hi, Svetlana. Bonjour, Svetlana. L'utilisation de la blockchain par Natixar est importante pour vous. Vous avez parlé de la confiance. Est-ce que c'est vraiment une priorité absolue pour vous? Et quelles sont les chaînes que vous utilisez? Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Vous utilisez la blockchain. S'agit-il d'une organisation autonome désorganisée? On utilise Ethereum. Thanks. I think there was one behind you, the mic. OK, très bien.
Une autre question dans le fond? Bonjour, je travaille à Sciences Po. Chris? Une question, Alexis, vous me le permettez? Oui, rapidement. Crystal, concernant la planification de l'espace et l'utilisation de la Terre, avez-vous une certaine politique dédiée? Avez-vous eu des changements de politique aux États-Unis? Maintenant, Svetlana. En février, par exemple, en Zambie, on a eu une catastrophe naturelle. Est-ce que votre modèle permet d'anticiper de telles catastrophes? Et puis, je me tourne vers Steven. J'imagine que votre modélisation a pour objectif, ou du moins à l'inverse, est liée à l'exploration marine et l'exploitation minière. Quid des éventuels risques liés à votre travail? Très bonne question. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir un exemple concret de changement, ni comment on peut vraiment s'assurer que les engagements des politiques soient bel et bien honorés sur le terrain. Et récemment, nous avons utiliser cet outil aux côtés de journalistes, notamment pour que ces derniers puissent faire le suivi sur le terrain, notamment en matière d'utilisation du territoire. Là, on avait le projet de planter des milliards et des milliards d'arbres. Bon, voilà, c'était un engagement qui a été fait par une grande figure publique aux États-Unis. Et nous, de notre côté, on a travaillé avec un journaliste du Washington Post pour justement faire une recherche approfondie. On a utilisé notre simulateur pour utiliser les différentes hypothèses, notamment pour faire un rapport concluant qui montre que l'hypothèse de cette figure publique n'était pas honnêtement fondée. Voilà, on accompagne peut-être le travail sur le terrain pour s'assurer que les hommes et les femmes politiques soient tenus pour responsables. C'est très, très bien de travailler avec les journalistes. Svetlana, à vous la parole. Merci pour votre question. Oui, c'est vrai que les catastrophes, notamment dans les zones minières, sont quelque chose qui nous inquiète. On le sait, il y a besoin de suivi en temps réel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un modèle satellitaire aujourd'hui qui pourrait se concentrer sur un site minier, analyser les données et pourrait voir les éventuels risques, identifier les risques en amont d'accidents. Et cela a été demandé justement par une entreprise d'extraction minière. Bon, c'était pour des raisons d'assurance. Et comme je vous l'ai indiqué, dans un premier temps, on avait un module dédié au secteur minier, mais maintenant, on a de plus en plus d'entités d'assurance, mais également certains gouvernements. Donc, pour répondre à votre question, oui, nous travaillons à cet effort. Steven, de votre côté, concernant les risques de l'extraction minière en mer. Nos cartes ne sont pas des modèles, elles sont basées sur de vraies données. Et on utilise des données basées sur de l'imagerie satellitaire. Encore une fois, ce ne sont pas des modèles, ce sont des données. Et les données, elles sont fournies par ceux qui sont sur le terrain, qui cartographient des fonds marins. Bien sûr, les entités d'extraction minière ne partagent pas leurs données. Nous, les données qu'on utilise, ce sont des données fournies par les gouvernements, d'autres types d'industries et même également les grands producteurs, les grands équipementiers, ceux qui produisent des sonars, par exemple. Et la carte que l'on a ne permettrait à aucune entreprise de procéder à de l'extraction minière. Pas suffisamment de résolution. En revanche, notre carte, ce qu'elle permet de voir, c'est
la réalité des fonds marins et ça permet justement d'insuffler un nouvel élan important pour les gouvernements, encore une fois, notamment lorsqu'il s'agit de la protection des fonds marins. Et ça permet, dès lors, dans notre projet, de démocratiser également les ressources. Là, on ne va pas faciliter l'extraction minière. Non, on veut s'assurer que tout le monde ait voix au chapitre et s'assurer que voilà, on sache ce qu'il y a vraiment dans les fonds marins. Et bon, il y a certaines choses que les cartes ne nous disent pas. Hein. On ne sait pas quelle est la nature de tous ces fonds marins. Parfois, c'est des plaines, parfois, ce sont des collines. Encore une fois, notre outil, c'est un outil universel. On ne veut pas faciliter la tâche aux grands méchants, en somme. C'est ça que vous me demandiez. Très bien. Il y avait deux autres questions. Voilà. Madame, dans un premier temps, merci pour votre présentation. Je viens du Soudan du Sud. Vous insistez sur l'importance des données, notamment dans le cadre du changement climatique et de l'extraction minière. Je suis issue d'une zone où il y a beaucoup d'activités minières, beaucoup de conflits. Et j'aimerais saisir davantage ici la coopération entre les experts, des opérations, de l'extraction minière, etc., dans le cadre de la paix durable, notamment pour réduire les conflits qui minent notre région. Par ailleurs, on a eu beaucoup d'experts en Afrique et on se rend compte que les données sont insuffisantes. Et ce que l'on voit finalement en bout de course, c'est que les opérations sont incomplètes. On se retrouve dans des environnements pollués qui ont des répercussions sur notre santé, notamment la santé des femmes. Ceci a des répercussions sur nos systèmes reproductifs. Il y a une augmentation également de la mortalité, la mortalité maternelle. Donc, dans ce contexte, c'est vrai que aujourd'hui, on est confronté à nombre de catastrophes naturelles, des inondations, la jeunesse est à la traîne, etc. Donc, quelle serait donc la coopération entre les experts et les populations en Afrique? Donc, je me tourne vers Svetlana ici. Et peut-être que l'on peut poser la deuxième question, et puis après, on pourra répondre à tout d'un coup. Bonjour. Je travaille dans le domaine de l'industrie et de l'extraction minière, et ce, depuis des décennies. Nous avons nombre d'outils pour partager les données de l'industrie minière, utiles pour les hommes et les femmes politiques. C'est important donc de travailler avec le secteur privé. C'est important également de comprendre les limites qui existent, les limites de financement. Vous avez parlé de suivi océanique, etc. Donc certains des gouvernements sont limités. Et de notre côté, dans le cadre de nos projets, nous n'avons pas beaucoup de budget. Et je m'inquiète justement de ce manque de financement de la part des gouvernements. Et pour continuer nos projets, il nous faudra compter plutôt sur le soutien d'entités privées. Et ça m'inquiète. En effet, vous parlez de données pour évaluer les répercussions climatiques. Mais vous n'avez pas toujours besoin des mêmes données. Tout rejoint également la question de la souveraineté des données. Quid des actions concrètes après le recueil des données? Comme je vous le disais, il y a peu de financement et il nous faudra trouver de nouvelles façons de collaborer, de travailler ensemble. Dès lors, ne faudrait-il pas insister sur des partenariats dédiés? Monsieur, nous n'avons plus que 2 minutes. Eh bien, je me tourne donc vers Svetlana concernant les bénéfices, les risques pour les communautés et pour Crystal et Steven pour la coopération et les partenariats. Svetlana, dans un premier temps. Alors, pourquoi avons-nous déployé cet outil?
L'objectif, c'est la transparence pour nous. Pourquoi ? L'extraction minière aujourd'hui est associée à une industrie polluante, à l'idée d'une industrie polluante. Donc, si aujourd'hui nous pouvons justement utiliser les technologies pour améliorer la situation sur le terrain, si on peut utiliser un système de purification des eaux pour ne pas rejeter des eaux polluées dans des cours d'eau ou dans des rivières, si on peut compter sur l'excellence opérationnelle, si on peut faire ça, on peut avoir des impacts sur les communautés locales, des répercussions positives, et dès lors il nous faut utiliser une intelligence collective. Si quelque chose ne va pas, si la communauté identifie un véritable problème, ça peut être signalé aux autorités locales, et les autorités locales devraient pouvoir vérifier si l'entreprise en question fait correctement son travail dans le cadre de son extraction minière. Est-ce que les entreprises honorent ces engagements et suivent les prérequis? Donc en matière de coopération, je pense que ce qui est important, c'est ici les normes. Très bien, merci d'avoir insisté sur la transparence. Steven, Crystal, rapidement, 30 secondes. Les partenariats privés sont clés pour nous. On pourra revenir sur ça tous les deux si vous le souhaitez, parce qu'il nous faut tous travailler main dans la main pour justement terminer cette carte. Oui, les modèles ont des limites, et ça rejoint les deux questions. C'est vrai, il y a des limites, et aujourd'hui, on n'est pas en mesure de tout connecter, notamment les scénarios qui, par exemple, souhaitent développer davantage de ressources renouvelables, dans le cadre également d'autres projets qui nécessitent davantage d'extraction minière. Donc, on a des projets divergents ici. Très bien. Pour conclure, malheureusement, nous n'avons plus de temps. Merci beaucoup. Merci pour ces beaux échanges. Et nous avons un très beau panel aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous.